112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors, l'épisode 4, la semaine 4, ce qui signifie qu'on a déjà atteint un mois de compétition. Du coup, je voulais faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, au lieu de revenir totalement sur la semaine comme on avait l'habitude de le faire, on va faire un petit bilan de nos Raptors après un mois. Et pour faire ce bilan, j'ai avec moi quelqu'un qui suit les Raptors de très près et souvent la nuit, Victor de Raptors France. Salut à toi, Victor. Salut Mike. Comment ça va, Victor? C'est la première fois qu'on t'a dans les Dino Talk cette saison. Eh ben ça va, on va dire que ça pourrait aller mieux, mais on va dire que les Raptors sont à l'image de ce qu'ils ont pu être sur les dernières années, donc mi-figue, mi-raisin, mais je pense que le temps maussade de l'extérieur se reflète presque trop sur notre équipe préférée. On va en parler tout de suite. Revenons rapidement sur la semaine écoulée. Cette semaine 4, avec 4 matchs au programme. Les Raptors qui ont commencé avec une victoire contre Washington qui a failli ne pas en être une. Ils ont été menés de plus de 20 points et ont fait un retour fantastique dans le sillage de Siakam. Ensuite, 2 défaites contre 2 équipes contre lesquelles on aurait pu envisager la défaite. On ne va pas se mentir. Milwaukee, puis Boston. Milwaukee, un match à oublier, je dirais, même si les Raptors ont encore essayé de faire un comeback. Ça a été compliqué. Ils ont très mal défendu. C'est peut-être la pire performance défensive de la saison avec Damian Lillard qui a un peu fait ce qu'il voulait en l'absence de Giannis Antetokounmpo. Un très bon match contre Boston malgré la défaite. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison si on ne prend pas en compte celui de Détroit, mais l'adversaire était très faible. Le dernier match de la semaine avec une large victoire, une semaine en 2-2 et des Raptors qui sont proches des 50% avec 6 victoires et 7 défaites. Victor, alors, dis-moi un petit peu, toi, rapidement, avant qu'on fasse un bilan plus global, cette semaine, qu'est-ce que tu retiens? Des choses qui t'ont plu, des choses qui t'ont déplu? C'est assez, comme j'ai pu le dire un peu en intro, mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que ces Raptors-là, cette saison, il faut être honnête, on s'attendait à pas grand-chose, même s'il y a eu plus de mouvements que prévu cet été. On s'attendait peut-être à 2 victoires, 2 défaites. En gros, c'était un petit peu le bilan qu'en interne chez Raptor France, on se donnait comme objectif. Tu l'as très bien dit, 2 défaites qu'on pouvait attendre, 2 victoires qu'on devait attendre. C'est vrai que là, moi, j'ai senti des Raptors vraiment sur courant alternatif. Cette saison, j'ai l'impression vraiment que les Raptors ont besoin de jouer collectivement et que parfois, malheureusement, les joueurs en individuel ne sont pas à la hauteur et parfois ils le sont sur le match d'après. Mais le problème, c'est qu'ils le sont comment dire, en dissonance avec le reste de l'effectif. C'est difficile d'analyser ces Raptors, surtout sur cette semaine. Moi, j'avoue que ça a été un peu la baffe à Boston, mais bon, il faut aussi être honnête. On a tenté un peu le tout pour le tout. Ces Raptors qui te laissent marcher dessus durant toute une période pour ensuite revenir dans les 6 dernières minutes d'un quatrième quart-temps. Je commence à en avoir un petit peu marre. Mon palpitant commence un petit peu à être mis à rude épreuve alors qu'on n'est même pas au quart de la saison. C'est difficile à juger. Mais c'est vrai que là, comme on peut être satisfait par exemple d'un Scottie Barnes qui prend peut-être plus d'envergure, qui peut-être ose plus de choses. Siakam, on attend vraiment qu'il se mette en route. Ça reste encore, à mon sens, trop discret par rapport à ce qu'il peut apporter à ce collectif. Et après, bah, c'est plus par intermittence, mais il y a certains joueurs, je pense, qui continuent à nous, on va dire, faire plaisir. Je pense que Dennis Schroeder reste au niveau, etc. Mais encore une fois, tant que le collectif ne se mettra pas à jouer comme un seul homme, on aura des difficultés à espérer plus que des semaines où voilà, il y aura peut-être pas de surprise et malheureusement, le ventre mou de la NBA nous attend. Très bien, très bien. Revenons sur le mois au global, même si je pense que t'as été tout de même général. Euh, Si tu devais dresser un portrait des Raptors,
après les avoir vus sur ce premier mois de compétition. Pour toi, comment tu les décrirais? Déjà, si on devait donner leurs forces, quelles sont les forces de ces Raptors version 2023-2024 sur si c'est 13 premiers matchs de la saison sur ce premier mois? Ouais, donc par rapport à ce que je disais en intro, c'est vrai que ces Raptors sont assez difficiles on va dire, à définir sur ce début de saison. Je trouve que la semaine qui vient de s'écouler en 2-2 est assez symptomatique de ce qu'on peut retrouver chez les Raptors. Ça veut dire qu'on va face à des équipes euh, sur le papier de meilleure facture, avec des effectifs plus importants, plus solides. On va sentir de la difficulté, mais on sent que les Raptors peuvent être en position d'aller faire un hold-up. Et par contre, sur des équipes plus faibles sur le papier, je pense par exemple à Washington, on est capable de déjouer totalement et ensuite de sortir un run magnifique pour aller gagner ce match et se dire mais pourquoi on n'a pas joué comme ça pendant 48 minutes? Et en fait, l'expression être sur courant alternatif, c'est vraiment ce que je ressens chez ces Raptors-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque des fois même pas envie de dire cette équipe-là, bah, c'est bon, ce soir c'est victoire, ah bah ce soir c'est défaite. Les Raptors sont capables du pire comme du meilleur, des fois sur 2 matchs consécutifs. Et cette saison, on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'on va jouer parfois des équipes consécutivement. Enfin, par exemple, je pense à des rencontres où on va rencontrer, je pense, 2 fois Orlando de suite, etc. Enfin, il y a des matchs comme ça dans la saison où ça va. Et je pense qu'on est capable très bien de les exploser au premier match et de se faire laminer au second ou inversement. Alors évidemment, on pourrait parler, on va dire, d'adaptation, de gestion, voilà, de travail. Moi, je pense que les Raptors aujourd'hui ont besoin de redéfinir les rôles un petit peu et de aussi faire confiance. Je pense qu'il y a un gros défaut de confiance chez nos Raptors cette saison. Je retrouve aussi un petit peu ce que j'avais pu voir à une époque l'année dernière et même il y a 2 ans, voire même l'année après le titre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent que les Raptors ont les capacités, mais ils n'ont pas envie. Et je pense que la confiance joue beaucoup là-dedans. Pascal Siakam est un exceptionnel joueur. Scottie Barnes est un exceptionnel joueur. Et tout ça, ce duo est entouré de joueurs qui peuvent faire le travail. Dennis Schroeder est un joueur expérimenté. Jakob Poeltl est un joueur expérimenté désormais. Et en plus, il connaît la maison. C'est un grand ami de Pascal Siakam. On sait que OG Anunoby est un métronome et il est, si le bilan collectif suit, peut-être comment dire, un candidat sérieux au Deep Boy. Et en fait, quand on voit le mois qu'on vient de passer, là, ce gros premier mois, enfin ce mois-là, moi j'ai envie de dire au Raptor, mais il va falloir poser un petit peu les bases. Alors évidemment, on peut aussi citer le fait que il y a de la nouveauté, on cherche à trouver un petit peu la place du banc, quels sont les leaders du banc, quels sont comment dire, les leaders de jeux vocaux et tout, c'est compliqué. Je pense que Fred VanVleet laisse une place, et je me souviens qu'à l'époque, sur Raptor France, on en avait parlé, que Fred VanVleet avait su prendre la place de Kylori parce que Kylori l'avait formé à prendre cette place de leader vocal. Et je pense que malheureusement, Fred VanVleet n'a pas eu le temps de créer cette transition avec un autre joueur. Ça aurait pu être un Pascal Siakam, ça aurait pu être un Scottie Barnes. Ça ne se fait pas. Ils sont des leaders plus dans l'énergie qu'ils vont apporter sur le terrain. On l'a vu à travers certains matchs de Pascal Siakam ou de Scottie Barnes. L'énergie dégagée sur le terrain remotive l'ensemble. Mais c'est pas assez. Il faut quelqu'un qui parle. L'année du titre, on avait souvent dit que Kawhi était le leader dans le jeu et on avait un leader vocal avec Kylori. Les Raptors peuvent aussi appréhender sous ce prisme-là la distribution des rôles de leader. Mais c'est sûr qu'aussi Darko va devoir aussi, on va dire, reposer un peu son jeu. On a du mal pour l'instant à cerner vraiment ce qu'il recherche. On sent qu'il y a beaucoup de tests dans ce mois de compétition. Mais moi, alors, je suis un éternel optimiste parfois. Des fois, je suis très pessimiste et des fois l'inverse. Mais je sens que Darko apporte un peu plus de fraîcheur que ce que pouvait apporter Nick Nurse. J'attends peut-être juste que les Raptors regardent ce que Nick Nurse a apporté de très bon chez cette équipe. Par exemple, la défense, qui a longtemps été un de nos faire-valoir, vraiment une capacité que les Raptors avaient et qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression que Nick Nurse n'est jamais passé par là, que la rigueur défensive n'a jamais été un atout. Et c'est triste parce que je pense qu'il y a des éléments qui peuvent défendre de façon assez exceptionnelle. Scottie Barnes, Pascal Siakam, je pense que Jakob Poeltl est un excellent défenseur
dans la raquette. Je pense que OG Anunoby peut être un depoy. Et je pense que même sur le banc, des gens comme Precious Achiuwa ou alors même McDaniels peuvent être des joueurs qui peuvent briller par ce côté-là. Mais malheureusement, on se focus peut-être un petit peu trop sur l'offensif. Et là, à partir de ce moment-là, il va falloir aussi redéfinir les rôles sur le terrain, les rôles de leader, mais aussi un peu plus de clarté sur le plan de jeu et sur on va dire, le développement de cette équipe. Je vais rebondir là-dessus parce que je te trouve sévère en fait. Si je voulais commencer par les points positifs, moi ça aurait été le gros point que j'allais mettre en avant, ça allait être la défense. Les Raptors qui sont déjà dans le top 10 défense de la NBA. Alors certes, je trouve qu'il y a eu des passages où en fait c'est comme tu dis, est irrégulière, donc il y a eu des passages où ils sont méconnaissables. Mais de manière générale, moi je trouve que la défense est très solide et peut encore progresser. Darko Rajakovic a mis en place des nouveaux principes. Ça, c'est la deuxième chose que tu as noté et qu'il faut vraiment rappeler sur ce début de saison. Il faut appeler, pour moi, à être patient parce que les Raptors mettent en place quelque chose de totalement nouveau cette saison, que ce soit en attaque comme en défense. Et ils peuvent encore avoir des gros mauvais réflexes de ce qui se faisait avant. Je pense notamment sur les aides défensives. On voit que Darko Rajakovic demande moins d'aide, plus de défense homme à homme et que parfois il y a encore des tendances à aller trop aider. On l'a vu sur le tir à 3 points de Derrick White où c'est Gary Trent Jr. qui va aider mais qui aide même pas forcément beaucoup. Il est juste dans l'entre-deux. Mais comme on avait l'habitude de voir avec Nick Nurse, qui avait tendance à laisser les tirs ouverts dans les corners à 3, c'est exactement ce qu'on a vu. Normalement, ce n'est pas les principes de Darko, donc j'ai été assez étonné, par exemple, sur cette action-là. Donc ouais, pour moi, le gros point positif, ça reste la défense. Je pense qu'il y a le potentiel, on le voit, il est là. Parfois, ça peut être irritant parce que on a beaucoup de joueurs qui se sont vantés en début de saison. Je veux être un depoy, j'ai le potentiel d'être depoy. On est plein de depoy dans cette équipe. Il y a eu énormément de discussions dans les interviews de début de saison. Oui, on est une grosse équipe défensive, etc. Et c'est vrai que sur certains matchs, parfois, bah, ça frustre un petit peu parce que tu sais que cette équipe a ce potentiel-là, notamment le match contre Milwaukee, typiquement. C'est pour ça que je te rejoins totalement sur, en fait, cette semaine 4, elle est totalement représentative de tout ce mois, en fait, parce que, comme tu l'as dit, on a une première victoire où les Raptors font un très mauvais début de match et ensuite ils remontent et ils gagnent. Un match suivant où ils font exactement la même chose et après ils perdent parce que c'est logique, c'est plus fort en face et surtout ils sont moins bons en défense. Un troisième match où ils montrent qu'ils ont le potentiel de tenir tête aux meilleures équipes de la ligue, ça on l'a vu. Et un dernier match qui par contre sort un peu de ce qu'ils nous avait montré jusqu'ici parce que je trouvais que jusque-là, ils se rabaissaient un petit peu au niveau de l'adversaire. Et là, il semblerait qu'enfin ils se soient dit, OK, quand on a un adversaire plus faible, si on joue à notre niveau, on doit tout simplement l'exploser. Et c'est ce qu'ils ont fait contre les Pistons et c'est ce qu'ils auraient dû faire contre Portland et dans une moindre mesure, je ne veux pas leur manquer de respect, mais c'est ce qu'ils auraient dû faire à Chicago aussi, où jamais ce match ne doit aller en prolongation si les Raptors sont à leur niveau. Donc voilà, moi c'est ça que je noterais surtout sur ce début de saison. C'est une équipe qui se cherche encore beaucoup en attaque, mais qui a déjà des bases solides défensives, je trouve, mais qui cherche encore. Darko fait énormément de tests par rapport au banc. On voit qu'il n'a pas encore trouvé les bonnes combinaisons. Et aussi, puisqu'on est là-dedans, par rapport au style de jeu offensif, on sait qu'il a voulu mettre en place sa point 5 offense, son attaque en prendre des décisions rapidement, mais on voit que ce qui a remis Siakam dans le bain, c'était contre des équipes qui n'avaient pas forcément le joueur pour défendre sur lui. Et au final, c'est chercher des mismatchs qui sont avantageux pour lui et revenir à beaucoup de post-up, qui n'est pas forcément dans la philosophie de Darko, mais qui est en train de faire un petit peu un mix entre sa philosophie de départ, mais aussi faire en sorte de mettre Siakam à l'aise dans cette attaque. Voilà, donc est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose sur quand même des trucs, les trucs positifs qui t'ont marqué sur ce premier mois? Ouais, bien sûr. Après, je voudrais nuancer, hein. Je pense que tu as totalement raison. Je pense que moi, c'est vraiment plus la crise de confiance, hein. Même si c'est même pas une crise, j'utilise peut-être des mots un petit peu trop forts, effectivement.
mais il y a une volonté, je pense, de retrouver, comme tu disais, l'excellent exemple de Derrick White qui met un 3 points assassin quand on joue contre Boston, où Gary Trent lâche son marquage. C'est là où je parle de confiance. Gary Trent, je pense qu'à ce moment-là, il veut aller aider, mais fais confiance à ton coéquipier. Il va défendre. Ne t'inquiète pas. Toi, reste sur ton joueur. Et je pense que tu as raison. Effectivement, Darko, on sent qu'il y a comment dire, une patte qui commence quand même à s'installer. Faut pas se mentir, on sent quand même qu'il y a une différence avec Nick Nurse. Et pour nuancer du coup mon propos, je voulais juste revenir sur l'aspect plutôt régulier. Effectivement, la défense, j'ai peut-être été dur en disant que c'était pas forcément voilà le point fort, même si dans les stats je mens, mais c'était plus sur l'aspect faites confiance à vos coéquipiers, ils sauront défendre ils prendront peut-être un petit bouillon, mais je pense qu'on a des joueurs, comme tu dis, qui sont en capacité de défendre seuls. L'aide pour l'aide, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne fait que dégager des axes d'attaque pour l'adversaire. Et je parlais plus dans l'aspect régularité. C'est dingue d'avoir une défense aussi solide et de pas pouvoir savoir l'utiliser sur 48 minutes. C'est plutôt ça Ça, qui c'est me sûr. frustre en tout cas. Ça, c'est sûr. Euh, on- pour revenir sur les points positifs, bah évidemment Scotty Barnes, je pense que c'est difficile de pas le citer. Mhm. Voilà, j'ai vu un tweet là pas plus tard qu'il y a une petite heure là où je voyais qu'il a déjà des stats en troisième année largement, en tout cas supérieures à Jason Tatum durant sa troisième année à lui. Donc on montre déjà qu'il est sur des bases pas horribles, hein. C'est clair que Jason Tatum aujourd'hui n'est pas considéré comme un joueur ayant raté sa carrière, au loin de là. Donc du coup, ça montre qu'il y a vraiment un espèce de rebond après une seconde année un petit peu plus difficile pour Scotty. Je suis content de le voir aussi énergique par moment. Et on peut le retrouver aussi dans nos live tweets. Parfois, il va passer un quart temps à pas marquer de points, à rien faire. Mais l'énergie qu'il va apporter sur le terrain, la défense qu'il va apporter, c'est sans nul pareil finalement. Il y a vraiment une volonté de bien faire. Et je pense que c'est aussi, il a envie de devenir un leader. Ça se voit. Je pense qu'en deuxième année, il avait peut-être un petit peu le doute. Peut-être que la présence de Fred VanVleet et de Pascal Siakam dans l'effectif, euh, on va dire, le retenait. Je pense qu'il était encore il avait besoin, je pense, de prendre vraiment de la place. Et je pense que la place qu'a laissé Fred VanVleet, Scotty Barnes essaye de se l'approprier un petit peu et de façon positive. C'est Exact. pas, il tente pas de vampiriser l'effectif. Le groupe vit bien autour de lui. On sent que Scotty euh, est l'avenir des Raptors, hein. Je pense qu'il faut pas se mentir par rapport à ça. Après, en autre chose, c'est vrai que la défense, en fait, je l'aurais cité autant dans l'aspect négatif parce que j'ai envie que les Raptors défendent comme ça pendant 48 minutes. Mais du coup, c'est aussi un aspect positif parce que je sais qu'ils sont capables de défendre comme ça. Donc, d'un Mhm. côté, je me rassure en me disant qu'ils vont bien avoir à un moment le déclic et qu'on saura être régulier sur un match complet. Et enfin, peut-être en aspect positif, je citerai peut-être Dennis Schroeder. Mhm. C'est vrai que nous, on nous avait un petit peu alerté en début de saison. Forcément, avec les autres comptes Twitter, on discute, on essaye de jauger, tâter un peu le terrain, qu'est-ce que ça vaut, etc. Et Schroeder nous avait dit qu'attention, ça peut très bien fonctionner comme très mal. Ouais. Et on avait eu aussi l'exemple il a été MVP de la Coupe du Monde. On se souvient que avec Hernan Gomez, on s'attendait Mhm. aussi à, Exact. à, un- à une- à la suite en fait de sa campagne. Mais en fait, finalement, il s'était complètement écroulé. On s'est dit, est-ce que Schroeder, c'est pas un feu de paille? À l'international, ça va briller, ça va être exceptionnel. Il va revenir en NBA, il va plus rien faire. Bah, finalement, on a découvert un joueur qui, à mon avis, s'épanouit bien dans l'effectif. Il apporte aussi un profil différent, peut-être. Il fait des efforts en défense, il a l'envie de scorer, il a un joli toucher de balle dans la raquette, il a un tir à 3 points assez honnête. Franchement, je m'attendais pas à prendre plaisir à le voir jouer. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais je m'attendais plutôt à un joueur très utilitaire. Il Mhm. faut un meneur, voilà, on a un meneur, basta. Non, non, là, je sens des fois, il y a vraiment des moments où on sent que Dennis Schroeder porte un peu l'effectif, a envie d'emmener l'effectif dans une dynamique positive, et je trouve ça vachement intéressant. Donc voilà, ce seraient peut-être les trois points que je mettrais vraiment en avant. Après, il y a des axes, on va dire, plus des espoirs, comme le retour de Pascal Siakam à 100%. On a vu que face à Washington, durant le comeback incroyable des Raptors, Pascal avait été
magnifique. Vraiment, il y avait une espèce de grâce autour de lui, intouchable. Ça avait été très, très intéressant. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi des joueurs, j'ai envie de les voir vraiment avoir le déclic. Pascal, on sait qu'il a le talent. Moi, je pense que Precious Achiuwa, il a la possibilité de s'imposer aussi sur le banc, d'impulser une dynamique positive venant du banc avec Gary Trent Jr. Gary Trent Jr., je sais aussi il peut le faire, il nous l'a déjà montré. Donc voilà, c'est aussi des aspects positifs, mais j'en attends encore plus pour vraiment les classer dans le positif. Ouais, je vais te rejoindre complètement sur Schroeder. L'une des remarques qu'on s'était fait en début de saison, alors je sais plus dans quelle émission, mais on se disait, en fait, c'est cool parce qu'on a trois joueurs majeurs, Barnes, OG et c'était sur la pré-saison, Barnes, OG et Pascal, et on a deux joueurs autour d'eux qui n'ont pas forcément besoin du ballon et qui vont faire ce qu'il faut en tant que role player. C'est vraiment l'idée qu'on s'était faite avant le début de la saison. Et on se rend compte quand même au final que Schroeder est très important. Et comme tu l'as dit, il a l'air de savoir quand c'est un peu à lui de prendre les choses en main. Quand il sent que bah, peut-être Scotty, ça score moins, Pascal, ça score moins, il va vraiment prendre les choses en main. Là où peut-être Fred était un petit peu plus critiqué la saison dernière parce que on avait peut-être l'impression, et c'est peut-être là qui s'est attiré un peu peut-être les foudres des réseaux sociaux, on avait l'impression qu'il en faisait parfois trop et que les tirs qu'il prenait, c'était pas forcément les tirs qu'il devait prendre au bon moment. On a l'impression que dans sa gestion, Schroeder a moi, je trouve on a récupéré un joueur mature, en fait. Il avait une réputation dans la ligue que je retrouve pas, en fait, dans le joueur qu'on a récupéré. Je trouve qu'on a récupéré un joueur vraiment mature, vraiment leader. Et en plus, on voit qu'il y a vraiment cette symbiose avec Rajakovic, en fait. C'est Rajakovic. Il est venu pour Rajakovic. Je pense que a vu en lui un meneur titulaire NBA, là où aucun autre coach n'a vu ça en lui, ou en tout cas n'a osé lui donner les rênes d'une équipe, et je pense qu'il lui rend bien. Euh, J'avais eu un peu des doutes aussi sur les trois derniers matchs, où là, il avait vraiment été en dessous, mais il a été capable de réagir contre Boston, et il a fait un bon match contre Détroit. Donc, je pense qu'il va revenir dans une régularité. Je pense pas qu'il va rester comme il était passé un temps dans le top 5 des meilleurs passeurs NBA non plus. Faut pas s'attendre à ça. Et puis, de toute façon, le jeu des Raptors n'est pas centré autour d'un joueur pour qu'il y ait un joueur qui fasse autant de passes, même si Scotty là, arrive à faire des gros matchs. Mais je pense que c'est un jeu collectif avant tout. J'ai pas grand-chose à rajouter sur les points positifs. Un point que j'aimerais ajouter, je ne sais pas s'il est positif ou pas, on va voir sur la suite, et j'aimerais bien avoir ton avis. En tout cas, Darko semble donner sa confiance vraiment aux joueurs, au point où même quand ils font des mauvaises performances, il les remet sur le terrain. Et ça, je pense que peut-être pour l'instant, ça peut être frustrant parce qu'on va se dire, ah, mais lui, il n'a pas le niveau. S'il n'avait pas joué, ouais, on aurait gagné. Mais sur le long terme, je pense que on peut gagner en régularité avec le banc. Je pense à Malachi Flynn, mais je pense aussi à Jalen McDaniels, qui pour l'instant ne fait pas des bonnes performances, mais qui quand même continue à avoir le terrain. Et à Precious Achiuwa, qui quand même montre encore des difficultés dans la compréhension du jeu, dans la prise de décision, mais qui a ce potentiel, comme tu l'as dit. Je sais pas comment tu le vois, toi, ça. Est-ce que c'est un truc que tu te dis, oh, putain, mais ça me saoule, c'est bon, Malakai Flynn, il a prouvé qu'il n'avait pas le niveau, au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire? Ou est-ce que, comme moi, tu penses que sur le long terme, ça peut avoir un effet bénéfique? Après, en soi, aussi, on l'a dit dans les émissions précédentes, par rapport au poste de backup meneur, il n'a pas d'autre choix aussi que de faire confiance à Malakai, mais il pourrait, comme Nick Nurse, prendre un autre chemin. Je pense que Darko a apporté, alors, c'est un sentiment qui m'est très personnel, mais qui peut être aussi relaté d'un sentiment qui peut peut-être se retrouver chez d'autres personnes, qui est aussi simple que celui-ci. Des fois, alors à une époque, en tout cas sur Rapport France, quand on live tweet, des fois, effectivement, comme tu disais, on voit des gens, on dit pourquoi il le fait encore rentrer, etc. Et ça avait été quelque chose qu'on retrouvait, par exemple, chez Malakai Flynn.
C'était mais pourquoi il rentre celui-là? Il n'a pas le niveau. En tout cas, c'est pas l'équipe dans laquelle il doit. Enfin voilà, c'était pas forcément la meilleure place pour lui, etc. Et Darko a réussi à apporter quelque chose. Alors, je vais essayer de le verbaliser pour que ça soit compréhensible. Mais il rentre, mais c'est pas grave. J'ai envie qu'il me fasse mentir. Avant, j'aurais été très pessimiste en disant, bah non, lui, c'est bon. Ah, il est rentré, on va se reprendre des pions, c'est bon, la défense, ça va pas suivre, l'attaque, alors là, j'imagine même pas. Et ben là, j'ai envie de dire, un Malak Ayfin, par exemple, je vais avoir envie de lui dire, bon allez, je te laisse. En fait, c'est vraiment comme tu dis, laisser la chance aux joueurs de s'exprimer, d'essayer de retrouver un petit peu de la confiance, de se relancer dans le match, etc. Et ça, c'est quelque chose que véritablement j'apprécie chez Darko, c'est cette volonté qu'il a de mettre en confiance les joueurs. Comme tu dis, Jalen McDaniels, depuis le début de saison, ça s'attendait à un vrai joueur de banc qui allait apporter. C'est pas du tout le cas, mais on a envie de se dire, mais faisons confiance au coach. Alors, c'était peut-être pas quelque chose qui est très compliqué à faire, hein, faire confiance à un coach qui arrive comme ça dans une nouvelle équipe et tout. Effectivement, il n'a pas le choix parce qu'il a l'effectif qu'il a, c'est tout. Mais je pense qu'il essaye aussi de trouver les bonnes combinaisons, de mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Et bah, ça passe aussi par aucun ne doit perdre confiance. Et comme tu le disais très bien, cette volonté qu'il a de les faire rentrer, même s'ils sont dans une mauvaise passe, c'est aussi peut-être aussi une façon de les challenger. Leur dire, bah là, tu as, peut-être passé 5 minutes sur le terrain qui ont été affreuses, mais c'est peut-être le moment là pour les 5 prochaines où je vais te faire rentrer, de faire mentir les gens qui te regardent, de faire mentir les médias, de me faire mentir moi-même. Parce que peut-être que je me dis que j'ai fait le mauvais choix en te faisant rentrer à ce moment-là du match, à cette position, dans ces systèmes-là. Et Malakai, je pense que sur Raptor France, on est très critique envers lui. Moi, je pense que c'est euh, pas un développement raté, mais je pense que il pourra être utile dans d'autres équipes. Je pense pas que chez les Raptors, ça soit forcément le meilleur à son poste. Je pense que ça va rester difficile, même si je pense que c'est un joueur qui peut apporter. Euh, mais il arrive à me faire dire, allons-y, on va y croire. Alors qu'avant, j'aurais été plus pessimiste. Mais Mm. comme tu dis aussi très très bien, je pense que Darko a aussi ce côté très de la bonhomie. On a envie de le suivre, on a un petit peu envie de. Il y a ce côté Mhm. peut-être plus humain, des fois un peu moins froid qu'avait adopté Nick Nurse sur les derniers mois chez les Raptors. Il avait été très froid dans son approche des joueurs. Je trouvais qu'en interview, il était encore un petit peu trop. Euh, pas, autoritaire n'est pas le terme, mais froid, c'est ça. Il était très froid dans sa communication. Je pense que ça se passait aussi mal. On avait eu des échos comme quoi il y avait eu des cassures avec certains joueurs. Mais Darko, on sent qu'il a envie de nous emmener un petit peu, qu'il a envie de nous faire croire dans le projet. Après, c'est sûr que c'est pas évident, même si Darko est arrivé cet été en même temps que d'autres joueurs. Je pense qu'il a eu un minimum à dire sur certains joueurs. Mais on sent qu'il a envie de construire et que bah, ça passe aussi par le fait bah, de faire des expérimentations qui vont pas forcément fonctionner, mais que si on teste quelque chose qu'une seule fois, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas les 10 autres prochaines fois. Et dans ce cadre-là, je pense que Darko a peut-être l'approche la plus humaine, la plus intéressante que on aurait pu trouver pour les joueurs en difficulté qu'on a actuellement chez les Raptors. Non, mais de toute façon, c'est exactement ça. On l'avait noté dès son arrivée, cette volonté. Enfin, c'est pas cette volonté, parce que c'est lui, il est comme ça. Mais en tout cas, c'est la volonté de recruter un entraîneur qui s'écarte de Nick Nurse. Après, c'est pas pour blâmer Nick Nurse, que Nick Nurse a sa personnalité, il est comme ça. C'est pas quelqu'un qui est très bon dans les relations personnelles. C'est très professionnel avec Nick Nurse et ça a marché. De toute façon, il est allé chercher un titre. Peut-être c'était le meilleur coach possible pour Kawhi Leonard, qui lui n'a pas besoin de relations, c'est pas ce qu'il cherche. Mais on voit vraiment ce coach qui est dans le relationnel, mais avec tout le monde en fait, même avec les journalistes, tu le vois, il prend le temps, il discute en off, à la salle quand il arrive, il dit bonjour à tout le monde, le personnel de sécurité, il prend soin de tout le monde. On l'a vu, on le voit dans le vlog de Dennis Schroeder, il prend des nouvelles des membres de la famille, des choses comme ça. Bah, on le voit, de toute façon, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs. Mais tu vois, c'est un peu comme Popovic y fait. On a souvent ces récits de Popovic qui est parti à un restaurant avec Boris Diaw et tout ça. C'est quelque chose que, comme tu l'as dit, Nick Nurse faisait pas et qui, en plus, sur la saison dernière, Nick Nurse avait tendance à un peu critiquer ses joueurs dans les médias et pour avoir eu des retours des joueurs, les joueurs
moi, j'ai toujours tendance à dire, si tu critiques tes joueurs dans les médias, c'est que tu l'as fait avant. Et visiblement, ce n'était pas le cas, en fait. C'est qu'ils balançaient sur ces joueurs, mais qui n'avaient pas les discussions au préalable ou après avec les joueurs pour leur expliquer ce qui se passe. Et là, on a vraiment cette impression-là, c'est que Darko prend le temps, il l'a dit, hein, il a des rencontres avec les joueurs chaque semaine, avant chaque match, il prend le temps. Un peu, ça me fait penser, c'est vraiment à l'européenne parce qu'il dévoile sa composition, qui va jouer, combien de temps. Vraiment, il discute des rôles avec chaque joueur et ça, je pense que c'est un truc qui est vraiment bénéfique pour une équipe qui est malgré tout en développement. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour de ce premier mois du point de vue des choses positives. On est allé même au-delà. On n'a pas parlé que du positif. On a parlé de cette équipe qui est en transition, de cette équipe qui est assez irrégulière. Justement, cette équipe assez irrégulière, ça fait partie des points négatifs de ce début de saison. Je vais en ajouter un tout de suite, hein, on ne va pas se cacher. L'attaque, ça, c'est un vrai chantier. On peut le caractériser comme ça, je pense. Une attaque des Raptors sur demi-terrain notamment, qui est la 29e de la ligue. Je pense que si on doit commencer par les points négatifs, il faut commencer par là. Comment tu vois, toi, cette attaque des Raptors? Est-ce que tu vois des motifs quand même d'espoir de la voir progresser? Euh, Malgré tout, quand même, ce qu'il faut noter, comme ça on fait une transition positif-négatif, euh, là aussi, encore une fois, Darko qui s'éloigne de Nick Nurse avec très peu d'isolation. Et les Raptors qui sont parmi les meilleures équipes en termes de pourcentage de paniers sur passes décisives. On est deuxième derrière les Spurs. Et dans ce classement-là, dans le top 6, il y a toutes les équipes réputées pour leur jeu collectif de la ligue, hein. Il y a les Warriors, il y a les Kings. Bizarrement, il y a Détroit, mais je pense que Détroit, c'est parce que il n'y a pas beaucoup d'individualité, mais c'est un peu comme nous, donc ils sont obligés de s'appuyer sur un collectif pour scorer. Mais en tout cas, on voit une volonté de se passer la balle, de faire circuler, même si ça cause beaucoup plus de pertes de ballon. Et une équipe des Raptors toujours efficace sur le jeu en transition grâce à une bonne défense. Moins d'interceptions cette année en revanche, un jeu plus conservateur en défense, mais ça, je l'ai déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais voilà, cette attaque, quelles sont un peu tes satisfactions s'il y en a, mais surtout les points négatifs? Alors, en termes de satisfaction, c'est vrai qu'effectivement, on est sur autre chose. C'est difficile d'être satisfait de l'attaque. Je pense qu'effectivement, il y a l'aspect en termes de régularité qui pose des problèmes dans tous les cas. On a du mal à enchaîner, on a du mal à lancer des runs. Ça, c'est vrai que depuis le début de saison, on a très peu de matchs où les Raptors arrivent à planter des runs de 10-12 points. Des fois, c'est vrai que la saison dernière, on avait peut-être plus le cas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation un petit peu de jeu haché en attaque. Je pense que c'est aussi le temps que les cadres de l'équipe qui étaient là l'année dernière retrouvent un petit peu cette volonté de travailler en équipe. Euh, donc c'est vrai que là, c'est un point négatif, c'est que bah, on sent qu'il y a encore une période d'adaptation qui doit passer. Moi, il y a peut-être aussi. Alors, c'est un point positif, enfin, c'est un point négatif, mais qui est en train de se développer Mhm. positivement. C'est qu'au début, il n'y avait pas trop de relation entre Jacob et Dennis Schroeder, mais là, on commence à voir un petit peu les prémices de ce que ça peut être. On est en train de voir de plus en plus de connexion entre le meneur pivot. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Euh, le jeu en pick and roll des Raptors. Voilà, on sait qu'il y a les Raptors peuvent scorer à peu près dans tous les compartiments du jeu. On sent il y a l'effectif pour, mais on sent qu'ils se cherchent, qu'ils essaient de chercher des parcours favorables, etc. On sait que Pascal peut avoir une belle qualité quand il s'agit en contre-attaque. On sait que Scotty Barnes peut aller au poste et enfoncer même les pivots les plus lourds. Vraiment, je pense qu'il faut faire confiance à nos Raptors, mais j'en attends beaucoup plus. Pour l'instant, on sent qu'il y a vraiment trop peu il y a il y a de la variété dans le jeu, mais on ne recherche pas encore assez l'efficacité. Moi, je pense qu'il faut d'abord essayer de voir quelles sont nos forces et vraiment de travailler là-dessus. Jacob, on sent que des fois, il est un petit peu sevré de ballon, alors que parfois, il est sur des stats assez hautes en termes de réussite au tir, ce qui est parfois un peu dommage.
Notre jeu à 3 points, on le cherche encore aussi. Il faut être honnête. C'est difficile d'essayer d'accéder, de savoir qui est en capacité de mener ça. On sait que Schroeder, pour l'instant, a un tir honnête. On sent que Scotty commence à développer un peu son tir. Pascal commence à retrouver. Alors, je suis content parce qu'il en prend moins, mais on sent qu'il a encore besoin de retrouver un petit peu de confiance à 3 points. On le banc aussi. Et ça, c'est par exemple un des points négatifs. J'ai besoin de voir plus Gary Trent Jr. Apporter offensivement. Quand il rentre sur le terrain, ça doit être un véritable feu follet. Ça doit véritablement être le joueur dynamite sorti du banc. De toute façon, c'est notre sixième homme, donc il doit avoir cette place-là. On sait qu'il a les capacités, qu'il a le talent, la technique. On sait qu'il a développé un beau bagage défensif la saison dernière. Mais cette saison, voilà, on sait que la défense, on a les joueurs pour. À lui, peut-être de revenir un petit peu plus sur son côté offensif qu'il a eu par le passé. On sait qu'il est capable de gros cartons. À lui de nous faire mentir et d'aller chercher. On sait qu'il est dans son année de contrat, donc dans sa dernière année de contrat, puisqu'il a pris son option. Mhm. Donc on a besoin de le voir un peu plus briller. Donc voilà, je pense qu'il y a de la régularité à trouver offensivement. Je pense qu'on a besoin de retrouver un Gary Trent Jr. plus efficace, vraiment plus dynamique. On a besoin de retrouver aussi un vrai jeu à 3 points. Je pense que ça, c'est aussi sa façon, c'est obligatoire aujourd'hui en NBA. Et aussi, j'ai besoin de voir une relation meneur-pivot qui se développe beaucoup plus parce que c'est aussi une façon de varier le jeu et de ne pas forcément toujours passer comment dire, par Pascal ou par Scotty. Et enfin, peut-être en dernier point, même si c'est un faux point, c'est aussi j'ai besoin d'avoir plus de clarté dans l'utilisation offensive de OG. On sait qu'OG a des bonnes capacités au poste, il a la capacité à pénétrer dans la raquette, à voir s'il est toujours utilisé en 3 et que là, du coup, on se limite vraiment à l'utilitaire offensivement. Ou alors, si on essaie des fois un petit peu d'utiliser la créativité d'OG qu'il peut avoir, hein, pour, on va dire, varier le jeu offensivement et que tout ne passe pas que forcément par les deux meneurs plus la relation meneur-pivot, par exemple. Ouais, on l'a vu sur certains matchs. Quand même, ce système de Darko, c'est ça que j'aime bien. Il essaye quand même de mettre en avant un peu tous les joueurs. Et il y a eu des matchs, je ne sais plus lequel c'est. D'ailleurs, dans le Raptor Show, ils avaient qualifié que c'était le meilleur match de OG en pénétration. C'était peut-être le premier contre Milwaukee. On voit quand même des flashs d'OG à la création, avec des matchs à 4 passes, utilisé différemment. C'est vrai, il n'est pas utilisé trop au poste. Il est utilisé surtout en mouvement, en sortie d'écran, des choses comme ça. Un peu moins aussi balle en main, et c'est pas plus mal parce que c'est peut-être pas forcément sa force. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre de lui qu'il soit le nouveau Kawhi. Je pense pas qu'il ait le jeu à mi-distance et le dribble suffisant pour le faire. Mais comme tu dis, il y a des lignes de pénétration à exploiter parce que quand il est lancé, il est difficilement arrêtable. Son tir à 3 points est déjà très en place. Il est trouvé en catch and shoot, ça, il n'y a pas de problème. Il développe un petit tir derrière les écrans, donc ça c'est pas mal. Mais du coup, je me perds parce qu'on était censé parler des points négatifs et je commence à faire les longes d'Oji Anunoby, qu'on n'a pas cité dans les points positifs, mais qui en fait partie quand même. Ce début défensivement, on voit qu'il est indispensable. Quand il a été absent, ça a été très compliqué. De manière générale, je te suis en fait, sur le début de saison de Paul Tull, en fait, tout simplement. Je trouve qu'il est décevant sur ce début de saison. C'est l'un des points négatifs pour moi. Mais, comme tu l'as dit, il y a du mieux dans sa relation avec Schroeder, mais aussi dans cette utilisation que Darko a évoquée dès le début de l'année, d'utiliser ses pivots au poste haut en tant que distributeur. La chose que Marc Gasol excellait, c'était vraiment son point fort. Mais ce qui démarquait Gasol de Paul Tull, c'est que Gasol, comme il était une menace au tir de loin, il faisait sortir les défenseurs. Et ça, on en parlait avec Alex sur le premier Dino Talk. Le problème, c'est que Paul Tull, il ne fait pas forcément sortir son adversaire direct vu qu'il est limité au tir. Et sur ce début de saison, on avait du mal à voir cette utilisation au poste fonctionner. Mais là, sur ces derniers matchs, j'ai beaucoup plus vu de connexions Paul Tull-Siakam sur les high-low, comme on dit, avec un système qu'ils font très très souvent où le meneur sert Paul Tull et va faire un écran pour Siakam qui vient curl autour de Paul Tull et qui coupe. Et souvent,
souvent, il récupère un joueur plus petit et ça permet à Poltol de lui faire la passe. Ça commence à marcher de plus en plus. On l'a vu un petit peu avec Scotty aussi. Poltol qui essaye de trouver Scotty. Il a l'air de trouver ses marques dans cette chose-là. C'était pas évident forcément au début de l'année. Donc je trouve que c'est encore, je reviens à du positif. Donc j'ai pas envie de voir le négatif, on dirait aujourd'hui, mais euh, ouais, ça c'était le début de saison de Poltol quand même un peu en dedans, même défensivement. Je trouvais qu'il n'avait pas l'impact qu'on l'avait vu avoir dès son arrivée l'année dernière, au point où même à un moment, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas un peu surévalué Poltol? Je sais que d'autres médias étaient beaucoup plus sévères avec lui. Hein. Quand on l'a récupéré, ils ont dit on a récupéré un pivot mid, alors que Masai voit en lui un pivot top 10 de la ligue. Donc, j'en attends plus de Poltol encore, même si son impact, on commence à le voir, c'est intéressant. Donc voilà, parmi mes points négatifs, c'est ça. En attaque, tu l'as dit, hein, l'adresse à 3 points qui est vraiment trop fluctuante. Même si je crois qu'on est proche du deuxième tiers, on doit être 21e adresse à 3 points. Il y a du mieux, mais il y a des matchs où c'est très très bien. Mais le problème, c'est que quand les matchs où c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est ça le gros problème. C'est qu'il n'y a pas de match raté à 3 points où tu es à 30%, quoi. C'est quand on met pas dedans, on met pas dedans. C'est du 4 sur. Bon, après, ça s'explique parce qu'on a eu plusieurs rencontres où il y avait à la fois Gary et Oji qui étaient absents. Donc, en fait, tu enlèves quasiment les deux meilleurs shooters à 3 points de l'équipe. Et puis, on a Grady Dick, on n'a pas parlé de lui du tout, qui, démontre qu'il est plus qu'un simple shooter, mais qui pour l'instant ne démontre pas qu'il est un shooter en fait. C'est assez particulier. Bah tiens, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Grady Dick? Vraiment chouchou des fans. Hein. Dès qu'il rentre, on sent la Scotiabank Arena qui est en ébullition, qui attend le moindre de ses tirs. Pour moi, il a montré plus que ce que j'attendais défensivement. Je pensais qu'il serait plus largué que ça et au final, c'est plutôt correct. C'est plutôt même très intelligent off-ball. Euh, En attaque, il montre qu'il a des bons déplacements, il sait cut, tout ça, il se déplace bien, il sait se rendre libre. Il est intéressant au rebond offensif, il a du nez pour ça. Mais ce qu'on ne voit pas pour l'instant, c'est l'adresse à 3 points, ce pourquoi il a été drafté. C'est vrai que quand tu parles de chouchou des fans, j'avoue que moi j'aime beaucoup le personnage. Le personnage a vraiment une aura, il dégage quelque chose, ce joueur, vraiment de la joie. Et je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'on sous-estime trop dans une équipe NBA. On a besoin de joueurs qui rapportent de la bonne humeur parce que bah, quand on a des difficultés à montrer son niveau, qu'on a dû, peut-être comme je disais, quand on parlait de confiance, on a besoin aussi de ce genre de joueurs. Je pense que Grady est arrivé peut-être dans l'équipe qu'il lui fallait. Je, je vais être honnête, hein, je pense que voilà, je pense qu'il est dans une équipe qu'il aime, qu'il apprécie. Je pense que Grady, effectivement, comme tu le disais, de toute façon, tu as très bien résumé, hein, on attendait un shooter et pas forcément quelque chose à côté. Là, finalement, on a eu beaucoup à côté, on n'avait pas beaucoup de shooters. Et c'est vrai que j'attends. Alors moi, je suis content parce que du coup, ça montre bien que c'est un joueur qui évolue et qui montre qu'il veut être plus qu'un simple shooter, qu'un simple tireur à 3 points. Il a montré de bonnes choses. Je pense qu'il a une capacité à aller jouer sous le cercle intéressante quand il est lancé, qu'il a vraiment, Ouais. voilà, il cherche des shoots un peu, des shoots circus, tu vois. Genre, c'est un petit peu, des fois, c'est un peu impressionnant, mais j'apprécie. Effectivement, je pense qu'à 3 points, je pense que de toute façon, à 3 points, ça va être un peu comme ce qu'on attend de Gary Trent Jr. Ça va dire, il va avoir un déclic, et après, à ce moment-là, on aura facilement un ou deux tirs à 3 points par match de sa part. Parce que bah, je pense que c'est un joueur qui, de toute façon, on l'a vu à l'université, hein, qui a des capacités au shoot à 3 points assez impressionnantes, Mhm. qui a vraiment des fois le sens. Hein, il y a même en déséquilibre, enfin vraiment, sa palette à 3 points est assez, peut-être vraiment, vraiment chirurgicale. Comme tu disais aussi, ça m'avait vraiment impressionné. Alors, je m'attendais vraiment à un joueur très offensif, à 3 points ou pas, hein. Mais défensivement, il se donne. Et je pense qu'on en avait parlé peut-être l'année dernière. On parlait déjà de ça dans le Dino Talk. C'est qu'en fait, tout simplement, un joueur qui n'a pas forcément le niveau défensif, etc., bah, il peut compenser par l'énergie qu'il y met.
Et on sent que Grady, c'est son année rookie, il va beaucoup apprendre durant cette année. Bah, j'ai l'impression qu'il a déjà compris que bah, même s'il n'a pas le niveau, même s'il n'a pas les compétences, qu'il n'a pas forcément déjà acquis certaines choses, bah, il sait que par l'énergie, il peut compenser un minimum. En Mhm. défense, on le ressent. Et c'est vrai que au rebond, j'ai été assez impressionné par sa capacité à sentir le coup, à Ouais, sentir où est-ce que le rebond va aller, et des fois d'aller gratter un ou deux rebonds face à des pivots plus grands que lui. Enfin, je veux dire, des fois, il avait vraiment ce sens et ça a débloqué pas mal de situations. Grady, évidemment, moi, je juge pas sur. Alors, je juge pas. Dans le sens où déjà, nous, on est une équipe en transition. On a déjà du mal à trouver de la régularité et de la confiance. Mais Grady dit que je vais vraiment pas lui en vouloir de se chercher et surtout de ne pas montrer ce pourquoi il a été drafté. Je pense qu'il tente. Et ça a précisé. Alors, je sais pas si ça peut compter dans quelque chose. Souvent, quand il tire, ça touche au moins l'arceau. Parce que des gars qui envoient des bricasses, ça j'en ai vu beaucoup, beaucoup depuis que je live tweet. Lui au moins il touche l'arceau. Hein, parce que les mecs qui touchent l'arceau, puis le rebond il part à 15 km parce que le truc c'est un parpaing de 12. Non, 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 non. Là on sent que il est, comme je dis, il doit être à quelques centimètres de mettre ficelle sur ficelle. Alors oui, si le tir n'est pas converti, bah il n'y a pas de point, c'est 0 point. Effectivement, quand on touche l'arceau, on ne marque pas de point en NBA. Dommage. Mais on sent qu'il est pas loin. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à être déçu offensivement de Grady Dick, parce que je sens que il est pas loin, quoi. Et tu vois, c'est comme l'avoir sur le bout de la langue, le truc. C'est, on se dit que voilà, et on a deux doigts de hurler à chaque 3 points. Et cette sensation, je pense que Grady Dick le compense énormément. C'est-à-dire que oui, offensivement, c'est pas encore ça, c'est pas ce qu'on nous avait vanté, mais à côté, il en fait tellement qu'on n'attendait pas que finalement, il y a un bon équilibre dans son début de saison. Je pense qu'il y a quand même, tu vois, du positif comme du négatif, mais qui a rien acheté finalement. L'offensif, on sent qu'il tente, c'est normal, il arrive dans la grande ligue. Et défensivement, on ne l'attendait pas, mais il se donne et il nous impressionne plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est vrai que Grady Dick, j'en avais pas parlé depuis le début, mais c'est vrai que moi, après, c'est parce que c'est un de mes chouchous. J'avoue que, voilà quoi. Enfin, pour arriver au point où on a envie d'avoir un maillot avec le mot tub écrit derrière le maillot, il faut vraiment que le joueur nous plaise, quoi. Enfin, je veux dire, faut être aussi honnête, quoi. Et c'est vrai que c'est un joueur que je vois bien s'inscrire dans la durée chez les Raptors. Je vais être honnête, hein. Ça peut être. J'ai l'impression qu'il a cet ADN d'une équipe. Alors, est-ce que c'est parce que il a on va dire un caractère de Canadien presque? Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais je sais pas. C'est cool. Enfin, j'apprécie voir jouer Grady Dick. Il y a une volonté de bien jouer et de faire pour l'équipe qui est ultra intéressante. Non, non, ça c'est certain, mais c'est un sentiment que quand tu es dans la salle, et vous allez le voir quand vous viendrez, euh, tu sens l'attente des fans. Je sais pas, il y a une énergie en fait dès qu'il a la balle. Il y a je sais pas, ça gronde un peu. Tu sens que les gens attendent qu'il rentre son tir et quand il le rentre, ça explose. Alors même si c'est du garbage time et que l'équipe elle a déjà perdu ou inversement, c'est. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis. En tout cas, il y a des choses positives qui font que tu te dis pas, il faut pas que ce gars soit sur le terrain parce qu'il met pas ses tirs à 3 points. Ce qui aurait pu être le cas, tu vois, si il y avait pas tout le reste, on pourrait se dire, non, mais là, ça sert à rien qu'il continue avec Grady parce que il met pas ses trois, mais en plus, il nous coûte des points de l'autre côté. Il fait plein d'erreurs où il rate des passes ou je sais pas quoi. Et au final, non, il est quand même déjà assez mature. Il a un super QI basket. Et même sans ses 3 points, il arrive à apporter. Bon, pas à tous les matchs. Il y a des matchs ratés, bien sûr, mais c'est normal, c'est un rookie. Mais en tout cas, voilà, pour cette petite page Grady Dick, je pense qu'il fallait la faire. Peut-être pas forcément dans les points négatifs, mais c'était dans cette partie spacing et tir à 3 points qui fait encore un peu défaut aux Raptors, qui sont plutôt assez irréguliers. Euh, pour finir sur ce spacing, justement, c'était ça. C'est la grosse question de toute façon quand tu alignes un front de courte. Siakam, Scotty Barnes et même si Scotty Barnes, on ne sait pas vraiment c'est quoi le poste, mais en tout cas, quand tu as ces trois joueurs-là, avec Jakob Poeltl sur le terrain, sur le papier, tu as trois joueurs qui ne sont pas des spécialistes à 3 points. Ça peut être embêtant au niveau spacing, on l'a vu parfois. Il y a des contres à ça,
c'est ce jeu de Poltol en poste haut, justement, pour libérer un peu des espaces dans la raquette. Des joueurs qui doivent couper. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui marche. C'est sporadique. Ça a marché par moment. Mais aussi, également, il faut le dire, on voit que Darko essaye d'adapter son jeu. Il est parti avec une idée de base sur cette point 5 offense avec du mouvement sans cesse. Mais on s'est rendu compte que Siakam ne s'y retrouvait peut-être pas là-dedans. Siakam a montré sur d'autres matchs où il avait des match-ups avantageuses qu'il pouvait être efficace, mais d'une autre manière. Et j'ai l'impression que maintenant, Darko s'adapte et est en train de faire avec sa point 5 offense, mais en même temps de faire en sorte de mettre Siakam dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi qu'il en soit, de toute façon, parce que ça marche ou non avec Barnes, tu as besoin que Siakam soit bon, que tu veuilles le garder ou que tu veuilles le transférer plus tard. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, un peu sur ce bilan du mois, pour l'instant, un peu, quelle est ta position là-dessus? Je sais qu'il y en a qui sont extrêmes à ce niveau-là. Ils disent non, de toute façon, maintenant, il faut donner les clés à Scotty Barnes. Siakam doit dégager. J'en avais un peu parlé avec Patrick Bizindavi lors de l'épisode précédent, mais j'aimerais bien avoir ta position de fan. Pour toi, comment tu vois l'avenir de Siakam? C'est compliqué parce que moi, je vois surtout un. Moi, j'aimerais bien que l'équipe soit menée par un duo Siakam-Barnes. Je pense que on sait qu'il y a des équipes qui peuvent fonctionner autour d'un duo fort. C'est souvent des duos genre 1-4, 1-5. Et donc, du coup, on a une complémentarité sur le terrain. On le voit avec Yanis, où c'est du 1-4 avec Lillard. On voit que ils ont essayé de créer la même chose. Enfin, il y a la même chose qui se crée avec un 2-4 du côté des Wolves avec Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Mais on sait que c'est pas forcément facile de faire émerger un duo, surtout quand ils sont sur deux postes qui peuvent s'intervertir, hein, et où leur autre leader, leurs lieutenants sont aussi sur des postes quasiment similaires, hein. C'est difficile, mais moi j'ai envie d'essayer de tenter l'aventure à deux, si je puis dire. On savait que par exemple durant l'année du titre, on avait joué sur un duo Kylori, Kawhi Leonard où il y avait un leader in-game et un leader vocal. Bah là, j'ai envie de voir un duo qui pose les bases dans le jeu et qui parle, tout simplement. Alors, je sais que Pascal et Scotty sont pas forcément les plus grands on va dire, leaders vocaux de la ligue, hein. C'est une certitude. Mais j'ai envie de tenter l'expérience autour de ça. Après, oui, effectivement, si à un moment ça doit bouger, malheureusement, je pense que ce sera Pascal Siakam qui risque de faire les frais d'un trade ou d'un mouvement de Masai Ujiri, même si je pense que Masai aime beaucoup Pascal et donc du coup ça le sauve un petit peu pour l'instant des mouvements qui pourraient se passer. Euh, je vois pas autre joueur qui pourrait bouger, hormis peut-être Gary Trent Jr. Dans un autre registre, mais encore une fois, attention au trade pour trade. On sait très bien que c'est facile de faire des échanges en NBA, c'est facile d'aller trouver des équipes qui ont envie de bouger, mais c'est difficile parfois de trouver le bon trade et de trouver le mouvement qui fonctionne bien là-dedans. Moi, je pense que voilà, on doit donner encore un petit peu de crédit à cette équipe. Nouveau coach, des nouveaux arrivants, Jacob qui est là enfin sur une année complète, Dennis qui vient d'arriver, Oji qui retrouve un rôle différent sous Darko que sous Nurse. Donnons du crédit à cette équipe et on critiquera peut-être plus à la mi-saison où là on aura peut-être un échantillon plus intéressant à traiter. Là, je te suis totalement. Je pense qu'il faut laisser du temps encore avant de juger le produit, en fait, tout simplement, parce qu'on est à seulement 13 matchs dans la saison d'un nouveau coach qui a quasiment tout chamboulé, en fait. Et il y a quelqu'un qui disait une belle chose, c'est sur Yahoo, c'est CJ Miles dans son podcast, il expliquait que, en fait, avoir des habitudes de jeu de 5 ans, tu ne peux pas les changer en un été comme ça, en fait. Et c'est normal que ça va prendre du temps pour que la philosophie de Darko et que les systèmes, les préceptes soient complètement mis en place, complètement assimilés, en fait. Et comme on l'a dit, par exemple, avec ce qui s'est passé avec Gary Trent contre Boston, où on le voit très souvent, parfois les joueurs qui hésitent à switcher parce que Darko, c'est beaucoup moins de switch. Même si par contre, alors là, j'ai été très étonné, j'ai pas compris.
pourquoi les Raptors ont systématiquement switché Dennis Schroeder contre Boston, en fait, qui s'est retrouvé face à Porzingis ou face à Jalen Brown et Tatum à plusieurs reprises. J'aime bien son agressivité défensive, mais par contre, Schroeder, je trouve que c'est absolument pas un joueur qui est switchable. C'est pas comme Kyle ou même Fred qui sont très très bons sur les joueurs plus grands qu'eux pour les embêter en bas, leur arracher le ballon et tout. Et j'ai pas compris pourquoi on avait switché autant. Et il y a un panier décisif qu'on se prend à cause de ça. C'est celui juste avant de Derrick White, où en fait Porzingis se retrouve isolé contre Schroeder. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, il s'est retourné, il a shooté. Et en fait, c'est comme s'il y avait personne sur lui. Il le voyait même pas, en fait. Il devait avoir sa tête à la hauteur de son torse. Et il s'est retourné comme s'il y avait personne. Et une chose assez drôle, et là, Schroeder, il s'est défendu comme il a pu en post-game. Il a été interrogé là-dessus. Il a dit hard contest, good shot. Mais il n'y avait pas de hard contest du tout là-dessus. C'est comme s'il y avait personne sur lui, Porzingis, à ce moment-là. Donc voilà, des préceptes qu'il faut encore prendre du temps à mettre en place. Et moi, je suis du même avis. Je pense qu'en vrai, le duo, avec du mouvement, il peut fonctionner. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est avec Yak, mais on a vu beaucoup d'Arco terminer les matchs. Et pour moi, c'est le 5. Je l'ai même dit depuis un moment. Pour moi, c'est le 5 qui doit terminer les matchs. C'est avec Scotty, en fait, en pivot small ball et avec Gary sur le terrain. Parce que Jacob, il y a toujours cette histoire de lancer franc et du fait qu'il ne peut pas spacer. Ça reste trop fermé quand il est là. Je pense qu'il y a moyen de moyenner sur le début de match parce qu'il faut commencer fort défensivement. Euh, et qu'il y a moyen de faire des choses avec cette histoire de poste haut, mais sur les fins de match où tu as besoin d'espace pour Barnes, pour Siakam, pour moi, le 5 de petite taille qui a très bien fonctionné, pas l'année dernière, mais l'année d'avant avec Nick Nurse, où les Raptors finissent cinquième. C'est juste que je pense que les joueurs se sont lassés de ne pas avoir de pivot sur tout un match, en fait. Je pense que Yak est nécessaire sur 25-28 minutes pour que les joueurs qui sont switchables comme Barnes, comme Siakam, comme Oji, n'aient pas à défendre un grand pendant tout le match, mais qui soient frais parce qu'ils ont eu Yak sur 25-28 minutes pour le faire en fin de match. Et on voit aussi avec Scotty qui a travaillé son cardio comme il a dit qu'il allait le faire parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le cardio nécessaire pour donner les efforts défensifs et offensifs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure très bien, maintenant on voit que même quand il est un peu effacé en attaque, il fait les efforts en défense et du coup, on n'a plus cette impression d'avoir Scotty qui a des longs passages à vide. Même si on ne le voit pas en attaque, on le voit en défense. Donc, moi, je pense que je suis comme toi, il faut leur laisser le temps. Je pense que ça va venir. Et je suis plutôt optimiste pour la suite. Et on va parler de la suite avec la semaine à venir. Mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou rebondir sur un truc que je viens de dire? Non, non, bah, de toute façon, je pense qu'on a été assez complet et dans l'ensemble du temps, de la confiance et un peu de régularité. Et on retrouvera peut-être les Raptors plus efficaces que jamais. Eh ben, on va voir ça cette semaine. Une semaine qui va être très importante selon moi parce qu'elle est bien différente de la précédente. La précédente, c'était deux équipes entre guillemets faibles sur le papier et deux équipes fortes avec des résultats qu'on pouvait attendre. Cette semaine, les Raptors vont se déplacer ce soir à Orlando, en back-to-back ensuite contre Indiana, avant d'aller affronter, non, de recevoir pardon, les Bulls vendredi et ou de se déplacer à Cleveland en fin de semaine. Là, pour moi, c'est quatre équipes qui sont dans le range des Raptors, en fait, qui sont soit un petit peu au-dessus, qui peuvent viser le bas du top 6. Donc Cleveland, ça peut viser un petit peu plus haut, même si leur début de saison est raté, ou qui peuvent viser le play-in. En fait, c'est typiquement une semaine pour moi où on va pouvoir juger les Raptors face à leur concurrence. Euh, comment toi, tu vois l'importance de cette semaine qui pourrait soit refaire passer dans le positif, soit peut-être s'éloigner en cas de grand nombre de défaites, s'éloigner un petit peu du 50%. Est-ce que c'est pas une des premières semaines charnières de la saison? Si, si, tout à fait, c'est vraiment ça, hein. De toute façon, tu l'as très bien résumé. C'est une semaine où on va pouvoir tester un petit peu où en sont les Raptors, où se positionnent-ils en termes
de jeu est-ce qu'on est dans une semaine déclic ou en jouant face à des équipes qu'on risque de retrouver en play-in, par exemple, ou en début de play-off si la saison se passe beaucoup mieux. Euh, c'est vrai que, par exemple, je pense que Chicago, l'année dernière, on a joué en play-in face à eux avec le résultat qu'on connaît. Euh, il faut miser aussi sur un petit peu sur ces équipes qui ont un petit peu de mal à démarrer la saison, qui ont du mal à trouver une identité propre et qui du coup ne proposent pas forcément le jeu attendu comparé à l'effectif, tout comme nous. Hein. Je pense qu'ils peuvent avoir comment dire, entreprendre la confrontation avec les Raptors dans le même sens que nous prenons les confrontations avec eux. C'est-à-dire qu'on est dans le même range. À nous de montrer que nous sommes dans le haut de ce petit classement en interne. Et donc là, il va falloir jouer un petit peu des coudes, retrouver un Pascal Siakam efficace, retrouver un banc et un petit peu de tenue, et surtout aussi avoir un Scottie Barnes très en forme, parce qu'on sait que quand Scottie est en forme, souvent l'équipe essaie de suivre un minimum, et c'est souvent un petit peu un dynamiseur de collectif, à lui de montrer que il peut être aussi un leader parce que, comme on le disait, si à un moment ça se passe mal, peut-être que trade arrivera et peut-être qu'un jour Scotty sera le seul sur le terrain à devoir justement montrer cette voie. Donc autant qu'il le montre dès maintenant, alors que l'effectif est encore bien au complet, qu'il a encore les gens avec qui il a pu créer des liens lors de son arrivée chez les Raptors. Effectivement, semaine charnière, semaine de test. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à espérer que nos Raptors soient à la hauteur un minimum. Parfait, eh bien on va conclure là-dessus. Eh bien merci à toi Victor pour ce premier passage dans l'hebdo des Raptors. Merci à toi, ça fait plaisir de pouvoir en rediscuter un petit peu. En plus, là, faire un petit bilan du mois, ça fait bizarre, mais en espérant pouvoir revenir plus régulièrement cette année. On te retrouvera certainement dans le prochain Gino Talk grand format. En attendant, on se laisse là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raps! Lowry for three. Bang! Oh!